Wow, Loulou, tu sais que là, je viens d'avoir un peu peur parce que j'ai vu une petite vieille, j'avais l'impression que c'était une momie. Non mais t'abuses quand même. Bah ouais, mais enfin, Halloween, je pensais que c'était pour les jeunes, que c'était pas pour les personnes plus âgées, et en fait, là, je vois que tout le monde en profite. Ouais, mais c'est une fête populaire, intergénérationnelle, presque millénaire en plus. Ouais, mais avant, c'était quand même une fête qui était censée faire peur. Maintenant, c'est plutôt une fête un peu sexy et tout. On a perdu un peu le principe même de cette fête, quoi. Bon, bah générique. Ouais, générique. Ouais. Salut à tous les canapéens, salut Loulou, Bienvenue dans Canapop. Salut Rouquin. salut les Bonjour tout le canapéennes, monde. parce qu'on les oublie pas non plus. Ouais, bien ouais, sûr. bonjour les copains. Voilà, bonjour tout le monde. Merci encore de nous suivre. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, sachez que Canapop, c'est deux potes qui vont parler de pop culture en général, qui vont surtout se permettre de donner leur avis et de chercher des informations. Ouais, Et ça, en parlant d'une culture vivante, exactement. qui prend des formes assez différentes dans le cinéma, dans la BD, dans le roman, dans Voilà, dans la toutes littérature, dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça, dans toutes les formes d'art en fait, finalement. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que on n'a aucune prétention parce que nous, on est plutôt deux potes en fait. Donc Exactement, on le fait de façon très détendue. voilà, exactement. Donc n'hésitez vraiment pas à continuer de nous suivre pour ceux qui nous suivent. Donc follow, like et commentez. N'hésitez vraiment pas, on répondra à vos commentaires. Et d'ailleurs, on est très curieux et on est même. On Ouais. en a envie en fait de carrément. ces commentaires, donc n'hésitez pas. Bah, on le fait on fait cette émission pour partager Ouais. avec vous nos ressentis, nos impressions, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Exact. Désolé pour le gros mot. On avait dit pas de gros mots, attention. Ah, on l'avait dit, hein, pas Ouais. de gros mots cette fois-ci, Mais, non, parce que la dernière fois on s'est un peu lâché. Là, il faut. Heureusement, on était en off. Ouais. Mais tout ça pour dire que on veut partager avec le plus grand nombre Exactement. Donc, ce qui nous fait vibrer. Donc n'hésitez pas vous-même à partager aux autres si vous avez aimé le podcast. On tient aussi à remercier très particulièrement l'association dans laquelle on est, donc qui s'appelle ZGen, qui nous a permis justement tout le côté mécanique, parce que nous, on est là juste en tant que... Il gère l'ensemble du côté technique. Ouais, exactement, c'est ça. Nous, on est là pour discuter et parler et vous échanger toutes les informations. Mais on a Ludo au doigt de fée, qu'on appellera ce soir le maestro. Le maestro, parce que ça va être... l'ange de la musique. Exactement, l'ange de la musique, j'adore. C'est génial, c'est très poétique et ça ira très bien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc parfait, j'adore. Donc ce soir, ce sera notre petit ange de la musique et qui, du coup, nous permet de pouvoir gérer tout ce que vous voyez pas, tout le décor et tout ça. Voilà, donc l'association. Merci à ZGen, merci à Ludovic, merci à vous. Et est-ce que tu veux faire un RIP? Est-ce que tu veux faire un anniversaire? Oui, il y avait des anniversaires que j'avais envie de souhaiter, mais il y avait aussi un RIP que je devais signaler. Je crois que la personne est décédée hier. C'est Paul Morisset, c'est un réalisateur de films d'horreur. Ok. Qui n'était plus très connu aujourd'hui, mais qui avait fait de la chair pour Frankenstein et du sang pour Dracula, qui étaient deux films d'horreur franco-italiens, il me semble, assez gore, assez sexy aussi. C'était les anciens films. Il y a une fameuse couverture de jaquette. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est assez, voilà. Elle est très implicite. Ouais, exactement. Explicite plus que implicite, parce que voilà. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez aller regarder sur internet. Exactement. Donc, voilà, c'était un vieux monsieur, il est décédé. On salue sa mémoire. Et c'était quoi son nom? Paul Morisset. Paul Morisset. Ok, merci. Et sinon, pour les anniversaires, il y a un anniversaire qui date un peu parce que ça fait plus d'un mois maintenant. Alice Cooper. D'accord. Chanteur de rock.
métal. Ok, oh, cool. J'ai du mal à faire, moi, la distinction entre tout ça. Ok. Mais ça correspond bien à la thématique Halloween, hein, parce que notamment la chanson Poison, où il parle d'une femme qui est une sorte de poison. Ok. Poison Ivy, quoi. Ouais. Il y a un côté assez sensuel, assez horrifique dans ses musiques. Il avait fait aussi un titre qui était apparu dans la bande originale d'un des Vendredi 13. Je crois que c'était le 7e ou le 6e Vendredi 13. Ok, génial. C'est Vendredi 13, Jason le mort-vivant ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà, c'est un superbe artiste. Et sinon, il y avait Karen Allen, qui est la toute première partenaire de Harrison Ford dans Indiana Jones. C'est elle qui joue Marion Ravenwood dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Ça y est, depuis que j'ai réussi à voir enfin les Indiana Jones, je vois enfin à quoi elle ressemble du coup. Ok. Voilà. Donc joyeux anniversaire à eux. Et ouais. Repose en paix. Paul Morisset, ouais. Paul Morisset. Repose en paix. Voilà. Qui restera une toute petite partie de notre mémoire de cinéphile, de cinéphage. C'est ça. Et puis toutes les personnes dans sa vie. Donc voilà. Exactement. Et sinon, il faut quand même signaler quelque chose. Je sens ce que tu vas dire. Le spoiler. Le spoiler alert. Oui. Parce que sachez, chers auditeurs, que nous aimons spoiler et nous spoilons vraiment comme des sagouins. C'est-à-dire que vraiment, on peut aller jusqu'au fond des choses et balancer toutes les informations que vous ne vouliez pas entendre. Donc, si vous ne voulez pas entendre ces informations, nous allons avoir dans le descriptif la totalité des films et des séries, de tout ce qu'on a... de tout ce qu'on va parler. Tout ce dont on va parler, ouais. Là. Et vous pouvez arrêter dès maintenant le podcast. Allez, regardez, écoutez. Il y aura aussi des musiques, peut-être un ou deux jeux vidéo. Donc n'hésitez pas, à foncer là-dessus. Faites-vous plaisir et puis après vous revenez écouter. Et vous je pense que la discussion sera un minimum intéressante. Oh moi je dirais pas un minimum, je dirais très intéressant. Oui. Surtout que ce soir on est sur un sujet très contradictoire. Oh là là, je me frotte les mains. Beaucoup de contradictions, exactement. Ouais, ce soir... T'es prêt pour le match de boxe? Ouais, t'es prêt à recevoir des coups? Ouais. Je vais savoir en donner aussi. Hein. Oui, j'imagine. Oui, non, mais parce que monsieur fait le malin là. Non, je fais pas le malin, mais je me dis bien que on a trouvé un sujet qui va être un peu rigolo. Et oui, on est souvent d'accord tous les deux. Voilà. Et là, on est probablement en désaccord, je pense. Visiblement, on est plutôt en désaccord, effectivement. Ouais. Donc la problématique, c'est toi qui l'as choisie. Exactement. La problématique, je me suis dit, comment le cinéma d'horreur peut être aussi vaste aujourd'hui et à travers le monde, en fait. Donc, voilà. C'est une très bonne question qui appelle, on va dire, une série de petites définitions. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Pour introduire la discussion. Ouais. Déjà, l'horreur, c'est quoi ? Ça dépend de la définition qu'on va chercher. Parce que moi, par exemple, l'horreur au cinéma, c'est pas la même que pour moi l'horreur de chez moi. Tu vois ? Pour certaines personnes, l'horreur de chez moi, c'est je vois une araignée, horreur, j'ai peur. Tu vois. Mais l'horreur de cinéma, ça va être un genre de film, parce que moi je le considère comme un genre de film, tu vois. Ouais, c'est un genre à part entière. De la même façon que ça peut être un genre littéraire, de roman, de jeu vidéo. Et en fait, là, moi, ce que je vois dans ce que tu dis, toi, c'est l'englobage. Tu vois, du mot horreur, tu vas englober l'épouvante, tu vas englober probablement le gore, tu vas englober le thriller et tout. Et moi, dans mon idée à moi, c'est juste, je me dis, l'horreur, c'est Alien. Non, même pas Alien. Alien, ce serait plus un thriller. Mais je vais prendre un film simple où je vais avoir un monstre, par exemple. Voilà. D'accord. Un film de monstre, ça va être un film d'horreur. Donc Frankenstein, par exemple, pour moi, ça y mêle bien parce que ça fait du fantastique, tu vois. Voilà. Et donc j'aime bien cette idée. Bon, après,
Pas s'inquiéter, on va... Ouais, on lit en même temps Voilà. et c'est nos débuts sur Twitch, donc des fois on est un peu, on est un peu bloqué. Ouais, c'est ça. On est un peu lent. L'horreur, après, c'est quelque chose de très subjectif, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses qui ne vont pas te faire peur, mais qui vont te faire peur à moi, de la même façon qu'il y aura des choses qui vont te faire rire et qui ne te font pas rire. Exactement. Donc, c'est après l'horreur au cinéma, hein, c'est ce qui va te provoquer une impression ou un caractère d'effroi ou de répulsion, d'indignation, exactement, des choses comme ça. Après, on peut quand même signaler que dans l'horreur, parce que avant d'exister au cinéma, ça existait dans les livres, dans la littérature et dans la tradition orale. Exactement. Donc, on avait dans les contes, dans les mythes et les mythologies, depuis la nuit des temps. On en retrouve des bribes dans le mythe du Minotaure, par exemple. Ouais, alors j'avoue que tu remontes très loin à ça, mais moi, par exemple, j'ai une autre idée, c'est pour Halloween. Pour le truc d'Halloween, la fête nationale d'Halloween, importée par les Irlandais aux États-Unis, parce que justement, ils avaient peur des morts qui venaient sur Terre le jour ça leur vient de la tradition celtique. Voilà, c'est quelque chose qui remonte quand même à l'Antiquité. On ne sait pas si loin du Minotaure. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai. Tu vois, on n'est pas sur tout à fait du même côté de la planète. Exact, c'est vrai. On est plus sur un truc nordique et toi plus sur un truc sudiste. C'est ça. Mais ouais, en vrai, non, t'as raison. Ouais. T'as raison, mais voilà, moi je sais que pour moi, la mythologie de l'horreur, elle vient là, tu vois, l'historique vient un peu d'ici. Ouais. Et oui, avec les fantômes, avec les châteaux hantés. Ouais, exactement. Et sachant qu'en plus, pour moi, tu vois, très spécialement, Halloween, c'est ma fête préférée. Parce que, justement, on parle de l'horreur et on va parler de tout ça. Et puis on commémore les morts et tout, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment classe, tu vois. Et donc, historiquement, c'est vraiment toi, bien. Tu le rattaches à Halloween. Mais c'est vrai qu'après, si tu regardes un peu la façon avec laquelle sont construites les histoires, parce que après, tu vois... Quand, à part le mythe du Minotaure, tu as eu les différents contes, les histoires qu'on racontait aux enfants, qu'on se racontait autour du feu. Alors, le petit chaperon rouge, le petit poucet, tu vois, des choses comme ça, qui sont arrivées jusqu'à nous, notamment à travers la plume de Perrault ou des frères Grimm. Mais après, à partir de la fin du 18e... Et ça a pris vraiment son ampleur au 19e siècle, c'est la littérature gothique, le roman gothique, avec justement Dracula, Frankenstein. Exactement, le Monster Universe, comme on aime l'appeler en ce moment, parce que tout doit être universalisé, là. Ouais, tout doit être connecté, mais enfin tout ça pour dire que souvent, l'horreur, c'est lié à une créature, à une figure d'antagoniste. Ouais, c'est ça, exactement. D'antagoniste qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est aussi un peu le héros du film, hein, c'est un peu le personnage, central. Bah ouais, parce que souvent le monstre, c'est la définition même de il faut montrer quelque chose. On montre quelque chose du doigt. Et quelque chose de monstrueux, par exemple, le loup-garou, c'est le côté bestial, tu vois. Exactement, parce que c'est vrai que le monstre, l'étymologie du mot, je t'écoute. Ça vient d'un ensemble de termes qui nous viennent du latin, monstrum, monstrae, monere aussi, qui veut dire avertir. Et le monstre, c'est vraiment une créature qui, quand on la voit, doit provoquer une réaction, mais doit aussi amener avec elle un ensemble de petits sujets, de petites thématiques. C'est ça. Si on revient au mythe du Minotaure, le mythe du Minotaure, dans l'histoire même, alors il y a, on va dire,
Il y a tout un... Ah non, c'est avec Thésée. Il y a tout un lien qui peut être fait avec les relations contre nature. Oui, c'est ce que j'allais parler, justement. Sexuel, qu'on peut avoir avec autre chose qu'un être humain. Mais la zoophilie, par exemple. Mais il y a aussi le fil d'Ariane, qui est le fil de la raison, qui permet de sauver et de revenir toujours à la bonne... revenir à ton point de départ, parce que dans le mythe du Minotaure, on a ce personnage de Thésée qui doit rentrer dans le labyrinthe, et puis Ariane lui confectionne un fil, et il tire sur le fil. Il ne doit pas le lâcher, parce que le but, c'est justement de pouvoir revenir à son point de départ, de pouvoir ressortir du labyrinthe, qui est justement le labyrinthe. C'est aussi une grosse image qu'on va avoir dans pas mal de récits horrifiques. C'est la demeure du monstre. Exactement. L'antre, la tanière du dragon, le labyrinthe, quand tu regardes le labyrinthe de Pan. C'est ça, la forêt sombre et lugubre où vont se cacher des loups, des loups-garous. Des loups-garous, parce que les loups, ça ne fait pas peur. Oui, mais en fait, le loup, dans la mythologie et dans l'histoire depuis la nuit des temps, il a fait peur, mais parce que c'est pas vraiment du loup dont on parle, c'est de l'humain, en fait. Ça. Et à chaque fois, le monstre, il te fait ramener à l'humain. Il n'est pas là pour forcément te parler de ce qu'il représente vraiment, de la même façon que le requin des dents de la mer. Alors oui, ça a amené plein de pêcheurs un peu débiles, un peu étroits d'esprit à chasser le requin comme... Et puis ça a apporté une vraie peur aux gens du requin, du coup. Mais en fait, quand tu regardes le film... Le requin, c'est aussi une vision pour le héros, c'est une vision de la masculinité qui n'a pas, lui. Parce que lui, c'est un personnage qui est gentil, c'est un personnage qui a envie d'aider les autres, c'est un personnage qui est volontaire. Alors que l'autre, le requin, a vraiment le truc de moi, je prends ce qui m'appartient pas ou ce que je veux, en fait. Et le requin, c'est vraiment la némésis, c'est le personnage inversé. Qui a tous les traits de caractère, mais à l'opposé, si possible, dans le négatif. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je vais rebondir parce que j'ai vu que Jojo Cool nous a dit super décor d'Halloween. D'ailleurs, merci, parce que du coup, nous, aujourd'hui, on a fait notre petite entrée ici avec ce joli décor qu'on a fait. Donc, merci. Exactement. Après, malheureusement, pour ceux qui écoutent juste, ils verront pas. Il y aura une photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir Instagram, vous pourrez voir cette photo. Je suis pas sûr que les gens font bien le lien. Le chemin, quoi. Bref, voilà, là on a parlé de ce que c'était l'horreur en termes de genre littéraire, cinématographique. On a parlé du monstre, on a parlé un peu de sa demeure, l'endroit où il habite. Maintenant, on va évoquer deux films. Deux très grands films du cinéma. Pour moi, c'est deux très grands films. Mais même pour moi, c'est des très grands films. Je les aime pas. C'est vrai, je les aime pas. Mais ça reste des films méga cultes parce que c'est de l'histoire du cinéma. C'est de l'histoire parce que ça a été aussi des romans. Enfin, il y en a un, c'était un roman et tout. Enfin, c'est de l'histoire, donc ça a quelque chose de culte. Maintenant, c'est pas ma came, personnellement. Mais on va en discuter et on va commencer par Massacre à la tronçonneuse. Exactement. Qui est sorti en 1974. Film de Tobe Hooper. Exactement. Et tu nous fais le petit synopsis ? Oui, exactement. Bon, ça se passe durant l'été 1974. On commence le film, on va dire, par un montage un peu saccadé, un peu étrange, sur des cadavres qui ont l'air d'avoir été entassés, déterrés. Et au même moment, traversant le Texas, on a une jeune femme et son groupe d'amis qui veulent se rendre... jusqu'à la demeure familiale pour, on va dire, se recueillir. Isolé, Et malheureusement, ils vont croiser la route de celui qui déterre les cadavres et de sa monstrueuse famille. Exactement, parce que en vrai, t'as très bien résumé
l'histoire, hein, c'est exactement ça. Le seul truc que je voulais rajouter moi, c'est juste que la traversée se fait en van et ça c'est rigolo. Oui, oui, effectivement. On est dans les années, tu vois, c'est les années hippies, quoi. C'est ça. Là, on est vraiment dans un truc où il faut se dire que tout est décomplexé. C'est quelque chose où les personnages principaux ne vivent pas dans l'univers que nous, on connaît aujourd'hui. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Ah ouais. Ah ouais, ça y est, ça commence. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Allons-y. Tu commences ou je... Moi, je te donne mon premier argument, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont déjà un univers qui est complètement un peu décalé du mien, tu vois. D'accord, ok. Genre, c'est pas un univers que moi j'ai connu parce que j'ai grandi dans les années 90, tu vois, je suis né dans les années 90. Moi, j'ai pas connu cette époque-là. Et peu de films aujourd'hui que j'ai vus par toi, parce que tu m'as beaucoup enseigné, m'ont montré des trucs sur ces années 70 de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, je me retrouvais vachement déconcerté. Après, pour moi, ça ressemblait aussi à un film... Enfin, pas un film, mais à une bande dessinée, tu vois. J'avais l'impression que tout était en comique et en bande dessinée, ouais. D'accord. Ça m'évoque des choses, mais que je révélerai après. Ok, non, pour moi, je trouve que le film, même si effectivement il y a l'effet patte d'éléphant, pantalon super large, les coiffures des acteurs, presque le jeu un peu approximatif des différents interprètes. Mais moi, je trouve que tout de suite, tu as l'impression d'être dans quelque chose pris sur le vif. D'un peu poisseux, de très poisseux même. Ça, je suis complètement d'accord. Vraiment très très poisseux, mais de pris sur le vif parce que tu as ce carton qui ouvre le film avec noter que cette année-là, il y a eu des faits étranges qui se sont déroulés. On a un assassin, on a un tueur, on a un malade mental. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment l'idée d'un assassin qui vient, dont on suit en fait la chronique criminelle en fait. Ok, c'est très marrant parce que je vais rebondir tout de suite sur ton argument là que tu viens de me donner. Je te laisserai reprendre la parole, je suis désolé, mais en fait c'est juste que ce qui est fou, c'est que le moment où ils te font le message en te disant voilà, vous allez suivre l'histoire de ces 5 jeunes qui se sont fait massacrer, en fait c'est pas une histoire vraie et ça te l'annonce comme une histoire vraie, et je trouvais que... Mais c'est super bien d'avoir fait ça. Moi, ça m'a pas dérangé, mais ça m'a conditionné dans un autre état d'esprit qui est pas le film en fait. D'accord, ok. Tu vois, moi je me suis lancé dans un film où genre je me suis dit ok, ils vont vraiment retracer tout l'historique d'un assassinat, d'un mec qui va être un tueur, qui va les déranger, qui va les buter les uns après les autres, mais parce que il le fait méthodiquement. Alors qu'en fait, quand tu regardes le film, c'est genre au petit bonheur la chance. Le mec, il arrive en premier, il se fait éclater et c'est fini. Puis ensuite, c'est la meuf qui va se faire... Oui, mais alors, attends, parce que là, toi, t'es en train de... Tu vois le film avec ton regard de mec qui a bouffé je sais pas combien de slashers, dans lequel les personnages sont idiots, dans lequel les personnages, ils ont un peu le cerveau qui est placé au niveau de l'entrejambe, alors que là, en fait, déjà, t'es pas dans un slasher. Non, c'est vrai. Ça, il faut le dire, en 1974, le slasher n'existe pas vraiment encore, même s'il y a eu des tentatives avec Mario Bava et l'île de l'épouvante. La même année que Massacre à la tronçonneuse, vous avez un film comme Black Christmas, où des gens se font tuer le soir de Noël à l'arme blanche. Donc c'est un élément du slasher, mais le truc important, là, c'est d'avoir
déjà, le grain de l'image. Le grain de l'image, c'est du 16 mm. La réalisation ne pouvait pas se permettre de le faire avec autre chose. Avec autre chose, hein, c'était entre 80 000 et 140 000 $ de budget. Donc c'est vraiment peu. Par rapport à ce qu'on très beau budget. C'est une série B. Hein. Oui. D'ailleurs, le terme de série B nous vient des films en double programme des années 30 qui étaient produits en parallèle d'une grosse production. On réutilisait souvent des fois les moyens, tu vois, du gros film, mais avec des acteurs de seconde zone, un réalisateur de seconde zone, et comme ça, voilà, on se permettait de faire à la fois un western, par exemple, de grande ampleur, et un western un peu plus bas de gamme, mais pour contenter le spectateur, pour qu'il en ait pour son argent, entre guillemets. Et là, Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui a ce format d'image de 16 mm. C'est l'occasion justement de rendre encore plus prégnant en fait cette sensation un peu caniculaire, un peu oui, carrément, parce que là un peu poisseuse, un peu malaisante qu'on a devant le film, et les réactions des personnages, parce que moi ça m'a fait tiquer quand tu as dit oui, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, et en fait tu comprends que les deux parties que tu as affiché dans le film, donc la famille de dégénérés cannibales et la famille, et le groupe d'amis, ils agissent tous les deux par nécessité. Parce que finalement, les jeunes, ils viennent dans ce coin perdu du Texas pour aller visiter pour retrouver une maison en ruine. Maison. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ont une panne d'essence, donc ils vont se diriger vers une ferme en entendant un générateur qui fonctionne à l'essence, mais parce qu'ils ont besoin de trouver de l'essence. Donc ils vont rentrer dans cette maison parce qu'il y a un besoin de trouver quelque chose, d'aller chercher quelque chose. C'est pas, t'es vraiment pas dans Vendredi 13 où c'est en mode allez, vas-y, on va enlever nos pantalons et puis on va se mettre là et puis on va faire ça ici, quoi. Justement, moi je trouve pas qu'on est comme ça, mais justement je trouve que c'est le petit bonheur de la chance, parce que le méchant a cette chance que ces gens-là, enfin ces jeunes, aient besoin de quelque chose. Et surtout, en fait, ce que je trouve un peu au petit bonheur la chance, tu vois, c'est surtout la mise en scène qui va être instaurée pour que ça arrive à ce moment-là, tu vois. Genre, la plupart du temps, dans les films qu'on appelle les slashers, on a souvent une mise en place assez pas longue, mais genre on va voir le méchant, on va le voir dans un coin. On va voir un personnage qui est dans un groupe, qui va se détacher et qui va aller là-bas, et on va le voir se faire éclater 3 minutes plus tard, tu vois. Justement, des fois, c'est un peu mécanique, tu vois. Puis en plus de ça, tu vois, t'as vraiment le maître étalon du slasher qui est le Halloween de John Carpenter. Le premier, le gars il filme avec un cinémascope, donc l'image est hyper large, ça permet d'avoir plusieurs actions qui se passent dans un même plan. Mais si tu prends les Vendredi 13... dont la référence. Et qui a quand même un lien avec l'univers, moi je trouve, de Massacre à la tronçonneuse, parce qu'on a affaire à deux tueurs qui aiment bien le travail manuel, on va le dire joliment comme ça. Tu vois. Oui, je suis d'accord avec ça. Hein, ils transforment de jolis outils de bricolage en armes de crime passionnel, parce que en vrai, quand tu regardes Leatherface, donc le grand tueur de Massacre à la tronçonneuse, il prend vraiment son plaisir à découper, à tuer. Enfin, en tout cas, dans le premier, c'est comme ça qu'on l'identifie. Dans le 2, qu'on parlera plus tard, il a peut-être un peu de résilience à le faire certaines fois. Moi, je trouve que c'est un personnage assez complexe, en fait. Même si on ne l'entend jamais parler, il fait que grogner, il fait que des bruits. Et puis...
à un moment, s'il vous plaît, voilà quoi, tu vois, avec sa tronçonneuse, là, bon voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, on vous avait prévenu, on spoil. Mais moi, tu vois, je trouve que la série des bandeaux détresse, c'est vraiment une série un peu... elle est là surtout pour le côté gore, pour le côté meurtre, pour le côté, le côté sexy, érotique du show, quoi. Ok. Et pas du tout cette sensation. Et tu vois, souvent, le tueur, tu le vois, mais c'est pas du tout comme le Michael Myers de Halloween, quoi. Ouais. Il apparaît, mais même pas, tu vois. Tu vois son bras qui c'est ça. Tu vois, derrière une porte. Et ça y est, c'est fini. Tu vois une lance, tu vois un truc rapide. Alors que là, moi, ce que j'aime beaucoup dans Massacre à la tronçonneuse, le premier, c'est la lente mise en place. Bon, c'est un film qui dure pas très longtemps, c'est 1h30, voilà, c'est assez rapide à regarder, mais au début, il y a une absence totale de musique pendant tout le film, et on va avoir en fait que des bruits mécaniques, animaux, des bruits de cochons, le bruit du générateur qui signale la présence de la ferme. C'est marrant que tu en parles parce que j'avais jamais fait gaffe. Il y a la porte coulissante qui cache l'arrière-maison de... Elle est horrible, cette porte. Ouais, l'arrière-chambre de Leatherface, tu vois. Et en fait, tous ces bruits-là, moi, je trouve que ça sert de mise en place au spectateur pour se dire « Oula, je suis dans un monde quand même assez dérangé, quoi. » Ouais, et loin du mien, tu vois. Ouais, mais justement, tu vois, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok, je plus sois pour ça. Je vais accepter ton argument. Tu as dit quoi comme mot ? Je plus sois. Oui, j'ai dit que j'arrêtais de dire des gros mots, donc je vais dire un beau mot. Waouh. Non, j'accepte ton argument cette fois-ci. Mais il est vrai, tu vois, pour moi, très sincèrement, je trouve que il y a des scènes qui sont ultra dérangeantes et qui sont pas compréhensibles. À un moment, très sincèrement, à un moment, vous avez le personnage principal féminin, donc Sally, je crois, dans le premier. Ouais, c'est ça. Ouais, Sally qui se retrouve enchaînée lors d'un repas. Donc ça va être elle qui va se faire déguster, hein, bien sûr. C'est un peu du Hannibal Lecter, mais en avance, parce que Hannibal va sortir beaucoup plus tard. Mais en fait, le moment précis où cette fille se fait asseoir et qu'elle se réveille, on entend une musique méga stridente qui est pour moi ultra dérangeante, tu vois, et en fait ça fait le charme du film, parce que je pense que les gens qui aiment avoir peur dans ces situations-là, c'est ça. Sauf que moi, c'est juste dérangeant et ça m'enlève de mon film. Et puis tu vas voir le regard de la fille qui va faire comme le chien dans comment ça s'appelle, dans Les Simpsons, où il doit montrer qu'il n'est pas du tout un danger, et il va regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. D'accord. Et cette scène, elle dure 1 minute, et vraiment, c'est juste horrible, parce que à côté, tu as des personnages qui parlent, tu comprends pas trop, parce qu'il y a les cris incessants de cette fille, mais en plus, c'est même pas des cris qui, moi, me permettent de me dire... ça ressemble un peu à des cris réels, tu vois. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est des cris de musique, tu vois. Ça se lance en mode très, 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 très aigu, et ça va rester sur des notes... c'est hyper strident. Hein. Ouais. Et en fait, pour moi, ça m'a beaucoup enlevé de ce moment-là, qui peut-être était cool, tu vois. Mais j'ai pas trouvé ça cool. Alors pour moi, c'est pas cool, tu vois. C'est ça te fait rentrer dans le film, ça t'immerge dans cet univers-là, ça te plonge la tête la première dans ce truc où ça hype, quoi. Où tu sais tout est
en bazar, en bordel. Tu vois les corps qui suent, tu vois que ça suinte, tu vois des herbes hautes, et pas entretenues, le jardin n'est pas entretenu, en friche qui est pas entretenu. Voilà, il y a un générateur qui tourne et qui fait un bruit complètement envahissant et qui bruit de ventilation chez moi et qui couvre le reste des sons. Ça pourrait être un truc comme ça, mais tu vois, c'est un truc qui envahit littéralement. Et moi, ce que j'adore, c'est que ça va avec la proposition qui est faite dans le carton d'ouverture. Tu vois, ce truc de c'est une histoire vraie, préparez-vous, ça va être vénère, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est directement en lien aussi avec le contexte du film. Alors, le film s'inspire notamment, tu vois, de ce fait divers de Eken, tueur en série dont la mère était morte et finalement il avait besoin de recréer la maman, donc il enlevait des femmes, il les assassinait et ensuite il les redécorait. Il les dévorait, il leur enlevait leur peau. C'est vraiment très très horrible. Et moi, ce que j'adore là-dedans, dans Massacre à la tronçonneuse, c'est le fait d'aller justement t'immerger là-dedans, mais en plus de te proposer quelque chose qui va être en lien avec ce que les États-Unis vivaient à cette époque. Il y a 74, c'était les hippies. Alors c'est les hippies, mais c'est aussi le scandale du Watergate. Tu vois, ça fait presque 11 ans que John Fitzgerald Kennedy est mort assassiné. Effectivement. Donc les États-Unis sont dans une phase, la guerre du Vietnam est presque terminée. C'est un moment hyper charnière pour les Américains, pour les États-Unis. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est, tu vois, c'est par exemple, c'est la vision de ce petit groupe qui traverse les États-Unis. Tu sais qu'ils partent en voyage pour faire, pour découvrir quelque chose, pour aller vers un renouveau, vers une renaissance. Parce que du coup, dans ces personnes qui sont dans le van là, il y a quand même un frère et une sœur qui connaissent la maison parce que c'est une maison d'enfance. Et tout le reste ne connaît pas du tout. Hein. Donc il y a 3 personnes qui connaissent pas le lieu. Et puis même les 2 qui sont censés connaître. Tu sens que ça fait quand même longtemps, c'est un peu le berceau familial, mais c'est l'endroit dont on leur a souvent parlé, mais qui n'est pas non plus tellement gravé dans leur mémoire. Et moi, là où ça m'intéresse, tu vois, c'est par rapport aux grands mythes américains, parce que finalement, c'est le Texas, c'est les grands espaces, mais c'est plus du tout les grands espaces comme ils étaient imaginés à la base dans les westerns, tu vois. Le lieu où tu pouvais aller te réinventer. Repartir à zéro. Là, ils arrivent dans quelque chose qui n'est plus du tout vierge. Ils arrivent sur une terre qui appartient à quelqu'un. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu vois, le fait qu'ils aillent vers cette maison comme dans les grandes histoires de contes. Ils arrivent dans la maison de l'ogre. Et en fait, eux, ils viennent pour chercher quelque chose... pour repartir, et en fait l'ogre, lui, il sort de sa tanière et il va les tuer un par un, et là en fait se révèle le besoin pour l'ogre de le faire, en fait. C'est ce qui est intéressant, tu vois, c'est que on le comprend à la fin du film quand ils font ce fameux repas dont tu parlais tout à l'heure. Il y a le grand-père. Lui, le grand-père, il travaillait dans les abattoirs. Exact. Il a été viré des abattoirs. Et en fait, on a l'impression que cette famille de cannibales dégénérés, ils ont besoin de réinventer, en fait, le meurtre de la nourriture. C'est plutôt de réinventer par le meurtre leur activité. Qui était l'activité qu'ils avaient avant. Ils travaillaient dans des abattoirs. Je me suis mal exprimé, mais c'est ça. Et donc, tu vois, ils vont saisir cette occasion de pouvoir se remettre en activité. Exactement, c'est ça. Parce qu'on les voit à plusieurs reprises prendre le marteau et dire « Vas-y, papy, donne ton coup de marteau parfait ». Parce qu'en fait, à cette époque
époque-là, enfin à l'ancienne époque, c'était un coup de marteau qu'il fallait placer sur le crâne de la bête pour la tuer. Et en fait, ça a été vite remplacé par le pistolet à air comprimé, où tu mets sur la tempe de l'animal, pof, et ça y est, c'est fini, tu vois. Et après, ça a été les machines, et c'est là où ils ont perdu tous leurs travaux. Mais ouais, on sent qu'ils ont cette envie de te dire, bon, bah maintenant, il faut que tu reviennes, et regarde, là, t'as une nouvelle bête, c'est pas la même que d'habitude, mets ton coup de marteau, tu vas tuer. Mais en fait, je trouve ça... comment je pourrais dire ça? Parce que je cherche un peu mes mots là depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai sorti plus. Ouais, j'étais content et là maintenant, j'ai tout perdu. Non, mais en fait, ce qui est important dans ce truc du film, c'est que moi, ça m'a dérangé pour beaucoup de séquences de voir des personnages qui sont... le flic, par exemple, il est dérangeant parce qu'il fait son travail, mais sans faire son travail, tu vois. Après, il y a aussi une scène qu'on n'a pas parlé, parce qu'on spoil pas tout. Si, on va spoiler, tant pis pour vous. La scène qu'on va spoiler, c'est un moment, ils vont prendre un homme sur le bord de la route. Oui. Alors ça, c'est la première rencontre exactement, avec les autochtones. Ouais, avec les autochtones. Comment c'est péjoratif. C'est pas bien. Hein. Si t'écoutais, tu verrais. Coup de tronçonneuse. Hein. Mais, en vrai, oui, ça va être la première rencontre avec un des personnages importants de l'histoire, même si on ne le sait pas encore. Mais c'est un personnage qui est abîmé. On sent qu'il te parle d'ailleurs de cette fameuse... de ce fameux abattoir, en te disant bah voilà, là les abattoirs, mon père il travaillait. On pourrait presque avoir l'impression qu'il a pris un coup de soleil sur le carafon. Ouais, exactement. Et tu pourrais même penser à dire bah en fait il a peut-être même pris, parce qu'il a une balafre dans mes souvenirs. Il a une balafre sur le visage et tu dis bah potentiellement il a pris un coup de pistolet ou une connerie, tu vois. Donc il est un peu atteint, et puis il va avoir un couteau, il va vouloir le prendre, il va se couper la main, il va goûter son sang. Enfin, il fait des trucs vraiment très chelous, et ça se passe en pas beaucoup de temps, mais ça te met déjà dans un malaise où tu te dis ok, bon, on a tous peur des autostoppeurs, enfin tous peur. Voilà, c'est dans une mythologie où il faut éviter de prendre des autostoppeurs parce que tu as peur de te faire neutraliser par quelqu'un. Ça fait penser au road movie. Hein. Ouais, c'est ça. Et oui, mais exactement. Jusque dans les road movies, la plupart du temps, le voyage, il va jusqu'à son terme. Et il est beau. Mais là, c'est une destination finale, tu vois. Et je fais pas de jeu de mots avec le film, tu vois. Il s'arrête en cours de route, parce que souvent dans le road movie, il y a l'escale que tu vas faire, et elle va te faire grandir un tout petit peu. Le voyage en entier te fait grandir, mais les petites escales que tu fais, elles t'apportent des choses en plus. À chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est finalement, on pourrait se dire que c'est la première escale comme c'est la toute dernière. Oui. Et finalement, clac, ça coupe court à... Ouais, et moi, tu vois, dès le début, je me dis, mais les Américains, dans ce qu'on sait et dans ce qu'on voit dans les films la plupart du temps, ils ont peur de tout. Tu vois, ils se disent non, il faut éviter, faut éviter telle communauté, il faut éviter tel truc, parce que ça fait peur, machin. D'accord. Et là, on a quand même 5 jeunes qui ont une vingtaine d'années. Hein. Ils sont pas plus vieux que ça, une vingtaine d'années. Il y a un handicapé à l'intérieur en fauteuil roulant. Et ils ont l'idée de prendre un autostoppeur dont ils ne savent rien et qui est quand même bien dézingué par le temps. Ouais, mais souviens-toi que le film se passe en 1974. Donc il y a justement cette idée de la jeunesse un peu folle, insouciante, qui fait les choses sans forcément penser au mal. Ouais, tu vois. Et c'est pour ça que moi je dis que moi ça m'a... C'était pas dans ma philosophie à moi, parce que moi c'est pas ce que je pense... que j'ai pensé dans ma jeunesse, tu vois. Ouais, mais enfin. Et donc j'ai ce décalage-là. Justement, un film, il faut être capable de l'accepter pour pouvoir se dire bon,
voilà ce que l'histoire me propose, et l'histoire va me faire grandir. Mais tu vois, moi, le comportement de ces jeunes me fait penser au comportement, par exemple, des héros de Easy Rider, un film de Dennis Hopper, où tu as deux motards qui traversent les États-Unis, et puis ils vont rencontrer les gens du coin, et ils vont faire une erreur, et en fait le film se termine justement sur une tragédie. Parce que ces personnages sont insouciants, parce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils vivent encore le rêve américain comme le vivaient les pionniers du 19e siècle, alors que c'est plus du tout possible. Et tu vois, il y a Jean-Baptiste Thoré, un célèbre historien du cinéma français, un Français qui a fait beaucoup sur le cinéma américain, mais sur le cinéma italien aussi, qui parlait justement du fait que on pouvait voir là-dedans le fait que l'espace américain avait fini par se privatiser, et qu'il n'était plus ouvert à tout le monde. Tu pouvais plus y faire ce que tu voulais. Et en fait, cette population de cannibales, de chômeurs, qui a besoin de recréer par le meurtre son activité professionnelle, ben en fait, c'est quelque part, c'est la population oubliée des États-Unis. Et il y a un certain nombre de films de l'époque qui vont parler de ça. Par exemple, tu as Délivrance de John Borman. Dans Délivrance de John Borman, il y a une célèbre séquence qui est au tout début du film. Les citadins arrivent dans un tout petit village de campagne où il y a des gens un peu bizarres qui vivent là. Ils parlent pas très très bien. Ils se comportent de façon un peu sale. Et ils vont... ils descendent de voiture, et puis il y a un des citadins, il a une guitare, et puis il se met à jouer parce que voilà, ça lui plaît bien de jouer, et il entend le son d'un Pancho qui va répondre en faute au son de sa guitare, aux notes de sa guitare, et il va commencer à jouer avec le joueur qui est un petit enfant qui est assis sur une sorte de petit banc sur une estrade, et il joue, et à la fin, la musique se termine, et le citadin va et tend sa main, et en fait là, le personnage tourne la tête comme pour dire non, je ne communique pas avec toi, on ne fait pas partie du même peuple, du même monde. Je te refuse cette possibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les films dont sont issus Délivrance, Massacre à la tronçonneuse, c'est les survival movies. Et dans le survival movie, il y a souvent cette incapacité à la discussion, à établir le contact avec cette population qui vit recluse. C'est totalement ça en plus. Et moi, j'adore ce truc-là, parce que en fait, ça te rappelle ce pourquoi est fait l'horreur, en fait. C'est te parler des êtres humains. Et finalement, la famille de Massacre à la tronçonneuse, elle nous parle de choses qui sont à la portée, enfin de problèmes qui sont à la portée de tout le monde. Tu vois, perdre son boulot, voir son monde se dérégler. Et le personnage de Leatherface, on pourrait prendre pour une sorte de boogeyman à la Jason, un peu débile et tout. En fait, il a 3 masques parce qu'il a 3 personnalités. Oui, c'est ça. Et les 3 personnalités, en fait, il va les changer progressivement au cours du film. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois très très bien que lui aussi est dans une perte de repères. Ouais. Il s'accepte pas déjà. On le découvre en tant que boucher, il tue des gens de façon hyper sauvage. Avec une tronçonneuse. C'est d'ailleurs pour ça Massacre à la tronçonneuse. Parce que... Et c'est pas si gore que ça quand même. Non, en vrai, complètement. Et d'ailleurs, c'est une déception pour moi. Oui, parce que en fait, je m'attendais, parce que aujourd'hui, je trouve que les films d'horreur de maintenant sont trop édulcorés. Genre, on montre pas les scènes trop violentes parce que sinon on va choquer telle ou telle personne. Bon, bref, moi ça me saoule un peu ce genre de truc, et je me suis retrouvé dans des moments où je kiffais les films comme Vendredi 13, parce que quand ils ont envie de mettre un coup de machette dans la tête d'un handicapé, ils vont le faire, et on le voit, et après ils vont balancer le fauteuil roulant, tu vois. Moi je trouve que ça, tu vois, ils vont dans le fond des choses à chaque fois,
Tu vois, c'est comme quand on disait, par exemple, pour les films chinois, ils n'ont pas peur non plus de montrer des enfants se faire tuer ou des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, enfin, il y a un moment où aussi ça atteint une certaine dose de mauvais goût. Et moi, justement, pour moi, c'est de l'exploitation pure Vendredi 13. C'est-à-dire qu'il y a du, enfin, je veux dire, il y a du cul, Ouais. enfin, tu vois, voilà, tu vois de l'érotisme, Bien sûr, ouais. tu vois des personnages qui pensent qu'à ça, Ouais. tu vois des personnages qui fonctionnent que sur ça. Alors moi, ça me fait mourir de rire parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment hilarantes dans les Vendredi 13. Mais tu vois, je trouve que c'est pas un film Massacre à la tronçonneuse, c'est pas parce que ça n'est pas un film gore que c'est pas un film violent. Il te met quand même le nez, je veux dire, dans les choses, quoi. Je veux dire, il y a ce moment où l'héroïne entre dans une pièce et, elle trébuche et elle va tomber en fait sur un parterre qui est fait de plumes, d'ossements, de matière organique. Je sais pas vraiment trop ce que c'est, tu vois. Et il y a cet autre moment où elle court dans la forêt avec son jeune frère et Leatherface surgit et commence à sortir sa tronçonneuse. Et là, en fait, tu as l'impression que la caméra, elle bouge dans tous les sens parce qu'on montre pas ce qui se passe. Distordu, tu vois. Exactement. Et moi, j'adore ce truc-là parce que sans avoir besoin de te montrer les tripes, les boyaux, le sang, il te met quand même dans un état de malaise. Et je reviens sur les différentes personnalités de Leatherface parce que tu vois, malgré tout, il y a cette famille et cette famille, elle fonctionne. Il y a l'autostoppeur qui est complètement déglingué et qui lui réagit à pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Il y a le grand frère qui martyrise les autres. Ouais, parce que lui, il veut en produire quelque chose. Parce que dans mes souvenirs, c'est dans le premier ou dans le deuxième? Non, je crois que c'est dans le premier, il le fait aussi. Il fait plusieurs réflexions sur le fait que les autres foutent rien. Oui, c'est ça. Et lui, il doit toujours tout faire. En fait. Alors qu'en fait, il fait rien. Il les engueule juste tout le temps. Et mais c'est le flic. Oui, c'est ça. Dans le premier, c'est le flic. Le deuxième, c'est je buguais parce que dans le deuxième, il y a la compétition de bouffe. Mais on y reviendra en parlant du 2 après. Oui. Voilà, là, j'ai un peu confondu. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, c'est intéressant de dire ça. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parles de la séquence où le personnage avec le handicap se fait tuer. Donc, il s'appelle Franklin. Et Franklin se fait tuer avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Moi, la caméra qui bouge dans tous les sens, ça me dérange. Et ça m'enlève de mon film. Mais justement, c'est peut-être, tu vois, un effet qui est produit par le spectateur pour justement te provoquer ce sentiment d'horreur, ce sentiment de malaise. Je le vois pas comme un malaise ou de l'horreur, tu vois. Un peu au genre, tu vois. Je le vois juste comme j'aime pas. Tu vois, parce que le film arrive quand même après d'autres films qui étaient très réalistes comme ça, un peu pris sur le vif. Tu vois, il y avait La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven. Il y aura ensuite La Colline à des yeux aussi. Mais beaucoup plus tard. La Colline à des yeux, il y a eu un... Parce que toi, tu penses au film de Alexandre Aja. Oui. Mais il y a eu un original réalisé par Wes Craven, sorti dans les années 70, quelques années après Massacre à la tronçonneuse. Mais moi, ça me fait penser aussi au film de George Romero, La Nuit des morts vivants, dans lequel la mise en image, tu vois, elle se veut hyper réaliste. Les mecs sont inspirés par le réalisme européen, du cinéma européen, tu vois. C'est très particulier parce que tu me parles du cinéma de Romero, et lui je l'aime bien. Là j'ai bien aimé le film, alors que Massacre à la tronçonneuse, j'ai été un peu plus bugué dessus, tu vois. Après, pour la défense, Massacre à la tronçonneuse, je l'ai moins bien aimé. Massacre à la tronçonneuse 2, je l'ai plus aimé, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est pas mal non plus. Oui, moi, tu vois, j'avais envie de le recommander, entre guillemets, aux spectateurs. Mais tout à fait. Moi, tu me les as recommandés parce que il faut savoir que Loulou, mon cher ami, m'a conseillé de regarder ces films. Parce que moi, avant de faire ce podcast, je les connaissais pas du tout. Donc, vraiment, je les avais jamais vus. D'ailleurs, tous les films dont on va parler ce soir, quasiment, je les ai pas vus. Et donc, ça, c'était très intéressant de les regarder pour la première fois, là,
récemment. Et donc, le Massacre à la tronçonneuse 2, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est au-dessus de Massacre à la tronçonneuse 1 pour moi. Mais parce que ça me ramène à des codes que j'aime bien. Il y a de la caricature plus rigolote. Il y a un mec qui est complètement obsédé par cette famille démente. Et quand je dis obsédé, c'est au point qu'il en est presque fanatique. Le mec en ferait presque une guerre sainte de les envoyer en enfer. Et il va venir, à la fin, en mode double tronçonneuse. Même triple tronçonneuse. Un combat à la tronçonneuse. Et un combat épique à la tronçonneuse sur une table. C'est n'importe quoi, c'est génial ça. C'est une sorte de comic book movie, le film. C'est un peu comme si Tex Avery avait pris Massacre à la tronçonneuse et s'était dit tiens, totalement ça. Je vais foutre le loup, la pin-up. Exactement. Et on va s'amuser avec tout ça. Et on va les faire courir dans tous les sens. À un moment, il va y avoir Bip Bip qui va attraper le coyote. Et en fait, c'était Coyote qui voulait attraper Bip Bip, sauf que là, c'est Bip Bip qui attrape Coyote, tu vois. Mais alors, il faut dire quand même qu'il y a ça trop drôle. Plus de 10 ans de gestation. Entre les deux. Enfin, de gestation entre les deux. Oui, il y a 10 ans d'écart entre les deux films. Il a fallu 10 ans pour Tobe Hooper pour réfléchir dessus, mais en fait, il a voulu faire d'autres choses. Il a fait Le Crocodile de la Mort, il a fait Massacre dans le train fantôme, il a travaillé avec Spielberg sur Poltergeist, et très bien, Poltergeist. Au milieu des années 80, il se fait accoster par une célèbre boîte de production américaine de l'époque, qui a fait quand même les grandes heures des années 80 avec Chuck Norris, Stallone, Jean-Claude Van Damme aussi. C'était la Canon. Menahem Kolam, Yoram Globus, qui étaient deux Israéliens qui avaient acheté en fait une boîte de production américaine qui a commencé par faire des slashers, et puis ils ont commencé, derrière, ils ont boité avec des suites du Justicier dans la ville avec Charles Bronson, et puis ils ont fait un certain nombre de films alors de très mauvais goût, quand même, faut le dire, mais très divertissant malgré tout. Massacre à la tronçonneuse arrive après Invasion USA avec Chuck Norris, Le Justicier dans la ville 3 avec Charles Bronson, mais la même année aussi que Cobra avec Stallone. Ah, ça c'est du film qui me parle, hein. J'aime. Et tu vois, pour moi, j'ai vu des critiques dire que le film était beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant que le premier. Mais en fait, le film arrive après Evil Dead 2, arrive à la même époque Evil Dead 2, arrive à la même époque que Reanimator aussi, arrive à la même époque que les suites de Vendredi 13, qui vont toujours plus loin dans le gore, dans le grand guignolesque. Et là, en fait, t'as ce truc très grand guignol, quoi, avec un ado qui se fait trancher la moitié du crâne, et puis il y a 3 petites machines de sang qui coulent, et ça se voit comme le nez au milieu du visage que c'est du maquillage. C'est d'ailleurs Tom Savini, le maquilleur des Vendredi 13. C'est incroyable ça, qui vient et qui fait voilà, une série de maquillages sanguinolents du plus bel effet. Et ce qui est super cool, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça part dans tous les sens. Oui, non, mais ça va vite. Il y a de la musique, un rock un peu... c'est entraînant. Rockabilly un peu dégénéré, tu vois. C'est entraînant, ça te pousse à accélérer le mouvement. Tu sens que Et bizarrement, j'ai pas l'impression que la caméra va plus vite. J'ai pas l'impression que la caméra elle a plus de mouvement. Tu vois, genre les flous de mouvement en mode la caméra bouge dans tous les sens parce que il faut que je fasse un effet un peu pour protéger un peu l'âme du spectateur, mais qui comprenne ce qui se passe. Ça on le retrouve plus. On voit vraiment des moments géniaux. Enfin, il y a un passage au début du film où Leatherface prend sa tronçonneuse et il découpe une voiture en roulant. C'est génial. Tu vois, la petite anecdote, c'est que le premier était réalisé sous 40 degrés quasiment constant. Hein. Il faisait très très chaud. Je crois quelque chose plus de 30 heures de rush, de rush accumulé. Et
les mecs étaient vraiment, et les mecs et les nanas étaient vraiment oui, ils en pouvaient plus, quoi. Des conditions extrêmes. Et ce qui est génial, enfin, ce qui est génial, moi, ça me fait rire, c'est pas forcément génial, désolé, c'est la petite anecdote. Derrière, ils ont été obligés de se mettre dans des conditions pour se faire redescendre en température, la tension physique, température, mentale, en fumant de ces trucs. Ah, des calumets. Bah oui. Apparemment, c'était la grosse folie. Mais sur le tournage de Poltergeist, Toby Hooper, il a un gros problème. C'est une autre forme de substance illicite. Yep. Et ça fait que Spielberg, lui, est constamment dans l'obligation, on va dire, de le seconder. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes, le Poltergeist tient plus de Spielberg que de Toby Hooper. Mais c'est marrant. Il arrive sur la production de Massacre à la tronçonneuse. En plus, Menahem Golan, Yoram Globus, c'était un peu des filous, tu vois. Ils aimaient bien remonter les films, les démonter. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, la production. Et d'ailleurs, Toby Hooper, on le voit dans une séquence dans un hôtel. Il se fait lancer de la glace par des mecs un peu débiles. Et il se retourne, il fait... Et il s'en va, il a une casquette sur la tête, il a une espèce de ciré orange sur le dos. Et, donc il fait un petit caméo, quoi. Et je pense qu'il a fait le film, tu vois, dans un état physique et mental où le gars... parce qu'il disait, pour moi, le Massacre à la tronçonneuse 1, c'est une comédie, tu vois. Pour trouver que Massacre à la tronçonneuse 1 c'est une comédie, pour moi c'est une comédie ratée, tu vois, parce que comme je disais, je m'en suis détaché en me disant c'est cartoonesque. Alors c'est pas autant cartoonesque que le 2 parce que moi j'avais pas vu le 2 ni le 1 au début, donc j'ai vraiment commencé par le 1 en me disant voilà, on va se mettre d'abord dans le premier, puis le 2. Puis c'était bien de le faire comme ça. Bah oui, forcément, il fallait découvrir dans l'ordre de sortie. C'est la succession l'évolution du cinéma. C'est ça. Tu peux l'apprécier d'une meilleure façon. Et puis moi, tu vois, je pense que en fait, Toby Hooper, c'est un peu aussi un réalisateur qui a fait un gros succès dans sa carrière, et puis après, il n'a pas réussi à ressaisir en fait l'occasion de refaire un autre gros succès. Et le fait de revenir sur Massacre à la tronçonneuse, surtout avec les producteurs qu'il avait, c'était un peu une occasion, un coup... de réessayer, de réitérer un gros succès. Et c'était un peu compliqué. Et quand tu vois Invasion USA, quand tu vois Cobra, quand tu vois ces films-là, c'est des films qui sont délirants, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs se reprochent rien. Et qui sont pas dans le même univers. C'est ça qui est fou aussi. Et ils partent dans tous les sens. Et là, en fait, t'as tout à fait le même état d'esprit. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un gars qui se fait racler les fesses par la tronçonneuse, quoi. Ah oui, c'est génial ce passage. C'est complètement délirant. Je l'avais oublié, mais oui, et pas que les fesses, du coup, il faut le savoir. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais c'est ça qui est bon. Mais tu vois, rentrer dans ces détails. Mais non. C'est grave-le jusqu'au bout. Je croyais qu'on était sur Twitch. On est sur Twitch. Bon, voilà. Donc, bref. J'essaye de sécuriser notre live. Je suis pas allé plus loin. Mais après, tu vois, ça va de pair avec la bande-son, quoi, musicale. Strange Thing Happen de Stewart Copeland, tu vois. La musique qui intervient à la fin, qui a un ton un peu lancinant, tu vois. T'as l'impression qu'elle arrive comme pour te dire, et c'est bon, le trip est fini. Ouais, c'est vrai. On retombe. Oui, on relâche un peu la pression. Les effets de la substance vont repartir. Ouais. On se calme, on y va. Et on va se relancer plus tard. Mais moi, ça me fait penser aussi, tu vois, à des films de Rob Zombie, La Maison des Mille Morts, ou les deux Halloween qu'il avait fait, là, en 2007 et en 2009. Oui. D'ailleurs, je les ai bien aimés. Mais ça me fait aussi penser au triptyque de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, tu vois, Boulevard de la Mort et Planète Terreur, dans lequel Planète Terreur, j'avais vu ça avec toi, je crois. Des zombies, de la sauce barbecue. Ouais. Oui. Une nana qui a une jambe en moins et qui a une mitraillette à la place de la jambe. Voilà, tout à fait. Oui, c'est bon, ça y est, ça me rappelle très bien ce film. Tu vois, et pour moi, voilà, Massacre à la tronçonneuse, c'est l'espèce de film d'exploitation
Texas sud-américain dégénéré. La sauce barbecue déjà. Qui part dans tous les sens. Faut le regarder. Faut regarder le 1 aussi. Ah ouais, regardez tout ce qu'on vous conseille là. Et puis vous pouvez regarder aussi le 3e qui est pas mal, qui est une sorte de Massacre à la tronçonneuse. Oui, le 3e qui est pas mal aussi, qui est beaucoup plus slasher dans l'esprit, mais foncez, voilà. Je vous déconseille fortement par contre tout ce qui est The Chainsaw Man là, qui vient de sortir. Enfin, pas The Chainsaw Man parce que ça c'est très génial. C'est génial, c'est un animé qui est génial, qui ressemble beaucoup à justement. Mais je vois de quoi tu veux parler en disant il ne faut pas regarder. C'est les. Non, justement, ça il faut le regarder, mais ceux que. Non, mais les massacres à la tronçonneuse. Voilà, de nouvelles générations. Moi, je pensais aux autres. Les derniers. 3D, horrible. Et puis celui qui est sur Netflix actuellement. Ouais. Parce que ce qui fait l'intérêt aussi de ces films-là, c'est la famille. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du slasher. Ouais. C'est dans le sens où le tueur n'est pas seul. Il n'est pas individuel. Il n'est pas solitaire. C'est ça. Il y a la famille autour de lui et la famille va avec lui en fait. C'est pas un sociopathe solo. Voilà. Non, là, c'est plusieurs sociopathes qui se sont réunis et qui ont décidé de faire tout ça. Mais ouais. Tu veux qu'on passe à la suite, peut-être? Oh, bah oui, je pense. Ah ouais, je pense aussi, parce que là, on a parlé beaucoup, mais on n'a pas vu le temps. Du coup, on va parler de Phantom of Paradise. Ouais, de Brian De Palma, sorti aussi en 1974. On les a choisis tous les deux parce que c'était les 50 ans cette année. Exactement. On a envie de leur souhaiter un joyeux anniversaire quand même. Exactement, c'est vrai. Merci à vous d'avoir créé ces films. Merci de les avoir faits. Moi, personnellement, Phantom of Paradise, le synopsis est assez simple. Tu veux le faire ou je le fais? Ouais, je peux le faire. Vas-y, je te laisse faire. On a Swan, un producteur de musique, qui souhaite ouvrir une nouvelle salle en montant un opéra rock. Ouais. Et il va récupérer la musique, s'approprier la musique de Winslow Leach, un compositeur qui va être présumé mort et défiguré. Et ce dernier va revenir hanter le Paradise. Qui est la salle de concert, du coup. Voilà, on parle de tout ça, qui est une salle de concert, effectivement. Et on parle de tout ça. Il y a une jeune chanteuse, Phoenix, qui va venir devenir la muse, en fait, de Swan et de Winslow, du fantôme. Et tout ça va créer une situation très, très compliquée. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, je mettais la petite histoire d'amour. Oui, je suis désolé, je m'énerve parce que je parle pas dans mon micro, mais. Mais l'idée du film d'amour représente vachement. J'espère que vous m'avez entendu tout à l'heure, parce que c'était pas le but en fait. De ne pas ne pas t'entendre. Bon allez. Je pense qu'il nous aurait dit quand même que sur le chat. Je pense qu'il nous aurait tous prévenus. Du coup, on a le personnage, le personnage principal qui va être Winslow Leach. Winslow, pardon. Et Winslow va tomber amoureux. Donc ça ressemble vachement au Fantôme de l'Opéra. Oui, mais ça ressemble aussi à Faust. Ouais, et ça ressemble à La Belle et la Bête. Et au portrait de Dorian Gray. Ah ouais, j'avais oublié ce film. Génial, ouais. Et le livre aussi, parce que c'est une œuvre littéraire de base. Mais je vais pas te mentir, ce film m'a plu un poil plus que Massacre à la tronçonneuse, mais je le trouve lent, et j'ai trouvé que les films d'amour, c'est pas mon délire. Et là, ce qui est très marrant, c'est qu'on le considère comme un film d'horreur. Et moi, je veux comprendre l'horreur là-dedans, parce que je ne la vois pas du tout. J'ai pas été sensible à un truc horrifique. Donc, ok, d'accord. Donc ça va être difficile, tu vois. Moi, je voulais qu'on en parle là, parce que c'est bien de pouvoir le mettre en évidence, parce que c'est un film qui est pas très connu, de ce que j'ai compris. Ça parle aussi,
pour avoir vu le Fantôme de l'Opéra des années 73, je crois, non, pardon, 43 et de 2004. Ouais. Parce que j'en ai pas vu plus, mais j'ai vu ces deux-là. Pour avoir vu ces deux films-là, puis ensuite avoir vu Phantom of Paradise, je trouve que bon, ça se ressemble beaucoup dans l'univers, dans la maîtrise aussi de la façon dont c'est construit. Tu vois, on va avoir pas mal de moments où il va y avoir des scènes où ça va être chanté. Il va y avoir des moments où les personnages sont très théâtraux. Et notamment dans Phantom of Paradise, le moment où Winslow se métamorphose avec son masque et tout ça, on va le voir à certains endroits qui font penser un peu à je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, il y a des endroits vraiment très, très bien perchés dans l'opéra, tu vois. Je crois que il y a des loges. Des loges, voilà. Je cherchais. Et donc, en fait, il va être perché à certains endroits, il va se faire voir que par une certaine caméra. Et en fait, ce qui est rigolo dans ce film-là, contrairement au Fantôme de l'Opéra, c'est qu'il y a plus de fantasque. Parce qu'il y a le personnage de Swan qui s'est fait un contrat pour ne jamais vieillir. Donc, il a fait un contrat avec le diable, hein. Donc il y a Faust exactement. qui intervient à ce moment-là. Et je trouve ça plutôt cool. Après, moi, je connais pas le mythe de Faust, donc c'est pour ça que je rentre pas sur ce détail-là, tu vois. Mais dans mes connaissances, tu vois, je me dis, ok, il a fait un contrat avec le diable. Excuse-moi de te couper. Tout à l'heure, tu disais que tu comprenais pas où est-ce qu'était l'horreur là-dedans. Mais enfin, je veux dire, tu vois, dans les films d'horreur, un truc assez important, c'est la malédiction qui s'abat sur des personnages. Les personnages passent un contrat avec le diable ou avec une entité X ou Y ou sont maudits parce que leurs parents ont fait des choses pas bien ou ont eux-mêmes passé un contrat avec le diable. Et en fait, moi, l'horreur vient déjà de ce truc-là parce que ça dissimule le destin donc à la fois tragique des persos qui peuvent pas s'échapper de leur destinée. Mais là où on fait intervenir, par exemple, le portrait de Dorian Gray, c'est dans le sens où on a un personnage qui dissimule sa véritable nature. Exactement. La chose enfin le corps que tout le monde voit, l'allure que tout le monde voit, le visage que tout le monde voit, n'est pas la véritable nature. La véritable nature, elle est cachée et elle est malfaisante, elle est démoniaque. Bien sûr. Là, déjà, moi, je trouve qu'il y a un élément horrifique dans le sens où on a ce personnage qu'on sent tout à fait. Tu vois, on nous le montre via une caméra subjective. On voit que ses mains au début. Voilà, il est dans son studio et puis il y a des personnages qui lui parlent, lui disent tu trouves que lui est bien, qu'elle chante bien, et lui il fait non, ça m'intéresse pas. Exact. Je veux quelque chose de plus grandiose pour mon nouvel opéra. C'est ça, et c'est un personnage un peu omniscient, qui est dissimulé dans l'ombre, et ça prend quand même quelques minutes avant qu'on nous le montre vraiment, parce que il y a justement cette idée que ce personnage se cache, se dissimule un peu aux yeux du monde. C'est rigolo parce que ça peut faire penser à des vrais personnages qui ont existé, parce que dans le mythe de Faust, il y a une part de réalité. Faust, ça nous parle de tous ces alchimistes du Moyen-Âge qui avaient l'habitude de manier des substances un peu dangereuses, un peu dangereuses, de vouloir activer des choses qui n'étaient normalement pas activables. Ils voulaient créer de l'or, tu vois, il y avait ça. Tu sais, le personnage de Nicolas Flamel, là, celui qui aurait dû être immortel. Immortel, c'est ça. Il voulait faire la pierre philosophale. Les personnages un peu qui sont à la limite de la sorcière, du sorcier. Et moi, je trouve qu'on retrouve de ça dans le personnage de Swan, qui est un personnage très malsain, en fait. Alors moi, je le perçois bien malsain, tu vois. Mais je ne vois pas le côté
horreur comme je l'entends moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que c'était cool de donner les définitions, tu vois, tout à l'heure, de dire, ok, moi je vois plusieurs styles d'horreur dans le cinéma, tu vois. D'accord. L'horreur avec les monstres et tout ça. Et en fait, celui-ci, j'arrive pas à le classer. J'arrive pas à me dire, ok, là j'ai une horreur qui... parce que toi, tu parles de la malédiction, mais tu vois, pour moi, c'est pas un drame, enfin c'est pas de l'horreur pour moi, tout comme le conte de Dorian Gray, je le trouve pas horrifique, tu vois. Moi je trouve ça profondément horrifique dans le sens où c'est quand même un personnage qui perd sa capacité à son humanité et puis sa capacité à être un personnage droit, digne, qui contrôle les choses, qui maîtrise les choses et finalement, le personnage de Dorian Gray, tu comprends que... Et ça, c'est un truc qui est très rattaché au roman gothique, à l'horreur gothique. C'est ces personnages qui ont l'air d'être bien sous tout rapport. Tu vois, tu as le personnage dans les histoires de loup-garou, c'est Talbot, je crois, le nom de l'aristocrate. Qui chasse toujours le loup-garou, c'est ça, qui est super bien, tu vois. Je veux dire, c'est un personnage qui est noble, qui est censé être bien sous tout rapport. C'est Watson pour Sherlock Holmes. Et finalement, non, moi je dirais pas que c'est ça. C'est juste que c'est un personnage qui est censé inspirer la noblesse. Et qui va faire une mauvaise rencontre et puis il va perdre progressivement son humanité. Mais tu as le même truc dans le personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Dr. Jekyll, c'est le personnage qui, à la base, veut faire les choses bien. Et parce qu'il veut quelque chose qui lui échappe totalement. Des gens et tout, et au final, c'est... Et ça nous montre aussi que le film, tu vois... le film précédent de Massacre à la tronçonneuse était vraiment rattaché, je trouve, à l'époque qu'il l'a vu naître. Là où Phantom of Paradise, tu peux le connecter à l'horreur gothique. Tu peux le connecter à Faust, tu peux le connecter à Dorian Gray, mais à travers le personnage de Moonstory, tu peux aussi le connecter au personnage du fantôme de l'opéra. Et le fantôme de l'opéra, il y a aussi un peu de ça, tu vois. C'est-à-dire que derrière les fastes de l'opéra, derrière les fastes du bel opéra Garnier à Paris, se cache un personnage tourmenté, un personnage tragique, abîmé, qui a complètement perdu en fait ce qui faisait de lui un être humain. Il l'a pas complètement perdu au début de l'histoire, mais c'est ça. Il le perd progressivement à cause de tous les actes qu'on lui fait subir. C'est ça. Et moi, je trouve que là, encore une fois, on a une preuve de l'horreur, tu vois. C'est-à-dire que voilà un personnage qui va se faire comprimer par le système qu'il est censé servir. Et c'est quand même lié au destin un peu de Brian De Palma, parce que Brian De Palma, avant de faire Phantom of Paradise, il a fait un autre film, je crois que c'est Get to Know to Rabbit, Attention au lapin, je crois. C'est ça le titre français, c'est Attention au lapin. Et c'est un film qui s'est planté. Mais il s'est planté dans ma mémoire aussi parce qu'il a été un peu... il a échappé en fait aux mains de son créateur. Et Brian De Palma arrive derrière et fait ce film sur justement la création et la création qui peut échapper. Et il parle d'un truc qui est encore en cours dans l'industrie du disque et dans l'industrie culturelle de façon générale, c'est de prendre des grandes œuvres qui ont tout du génie et de les tu sais, d'en retirer toute la sève. En fait, le personnage de Swan, à travers le rocker là qui est c'est ça. En fait, il prend des personnages géniaux de base, il va les récupérer et il va dire moi ton contrat, ça va être de me donner tout ce qui fait de toi génial. Et tu repartiras, tu seras plus rien en fait sans ça. Et des fois, c'est même tu repars en étant mort. Genre, par exemple, le contrat qu'il fait faire à Phoenix dans le film, c'est je veux ta voix. Contre le fait que moi je t'enregistre
Et donc. Et tu vois, t'as le personnage du rocker. Oui, je me rappelle. Qui est super costaud, là, qui est un peu gay. Qui fait en tout cas paraître qu'il peut être. Et ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que ça fait venir le fait que la musique de Winslow Leach, elle peut passer d'un personnage comme Winslow qui a tout à fait conscience de sa portée romantique, complètement, de sa portée tragique, et elle peut arriver entre les mains de ce gars-là qui est beaucoup plus, tu sais, dans le paraître. Il bouge de façon excentrique. Et donc je vais faire une musique qui aura plus la même intention, mais qui va te dévoiler quelque chose d'autre. Alors que pourtant, la mélodie et probablement les paroles sont quasi identiques. C'est ça. Et ok, je vois ce que tu veux dire. Et puis moi, ça me fait penser, tu vois, à l'industrie du disque de façon générale, ou à des trajectoires d'artistes, parce que tu vois, tu as la trajectoire tragique d'un mec comme Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, dont on sait que voilà, c'était quelqu'un qui vivait de façon assez folle, et il est mort de façon très prématurée, mais beaucoup plus proche de nous. Tu vois, tu as des producteurs de musique comme Phil Spector, qui a été accusé d'assassinat, mais tu as aussi des gars comme Tupac, Biggie, qui se sont fait assassiner. Et en fait, il y a, quand tu regardes des documentaires sur ces gars-là, t'as l'impression qu'il y a une sorte de légende un peu noire, tu vois. Les gars auraient passé un accord avec des personnages très malfaisants. Moi, je pense au producteur de musique Such Knight, qui produisait Tupac. Et on sait que ce mec-là avait des liens avec la mafia, et tout. Le grand banditisme, tu vois, quand il a repêché Snoop Dogg, qui est un super chanteur. Il l'a fait repêcher par un avocat qui était dans les mafieux. Qui défendait des mafieux dans les procès. Donc, tu vois, le truc hyper malsain, hyper étrange. Et en fait, je trouve que le film, là, arrive à saisir ce truc-là, tout en arrivant à aller le connecter avec l'horreur gothique, avec tu vois, cette horreur qui est très flamboyant, qui a pris d'abord place dans des bouquins, mais ensuite dans des films en noir et blanc, des films muets, des films parlants, et ensuite des films en couleur, avec les films de la Hammer. Tu vois, tous les Dracula avec Christopher Lee, avec Peter Cushing, qui plus tard ont joué dans Star Wars, dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, c'était un horreur flamboyant, tu vois. C'était un horreur qui avait un côté fou. Un côté exactement, mais un côté que tu ressens directement. Tu rentres, par exemple, dans un Dracula, tout de suite, le personnage démoniaque de Dracula, et tu le ressens, et en fait, tout de suite, il a un certain charisme qui te fait que tu as ce mouvement de recul et de répulsion qu'on cherche dans l'horreur. Ouais, mais moi, tu vois, pour moi, le traitement que fait Brian De Palma, qui est du coup totalement différent de celui de Toby Hooper. On est clairement dans la comédie musicale. C'est très onirique, c'est très barré, c'est très psychédélique. Exactement. Il y a un moment, il y a un personnage qui meurt électrocuté. On a l'impression que l'image, tu sais, elle est tordue, chiffonnée. L'image, enfin la caméra revient, repart, c'est on moche. zoome, on dézoome, c'est très très éprouvant, et moi ça me fait penser à des films comme ceux de Dario Argento, tu vois. Oui, Suspiria. Voilà, Suspiria. Mais oui. Le grand, le magnifique. Mais oui. Quand j'ai lu tes notes et que j'ai vu que tu en avais parlé, je me suis dit, putain, mais je cherchais un film, mais oui, c'est ça. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais... On en a dit beaucoup depuis tout à l'heure. On mérite... on mérite de se faire fouetter. On ne peut pas parler devant le micro pour dire des gros mots. Voilà, non mais oui, je suis complètement d'accord. Suspiria, c'était exceptionnel, ce film. Il est incroyable, et toutes les nuances de couleurs qui sont mises en avant et tout. Alors, t'as l'impression d'être dans le LSD. T'as l'impression d'avoir pris du LSD. Une petite substance.
Bon, ok. Le cinéma, c'est Babylone. Bref, Suspiria, ça parle d'une école de musique qui est gérée par des sorcières. Et il y a une jeune danseuse qui débarque dans cette école de musique. Oui. Et elle va comprendre que c'est géré par des sorcières. Mais ça va générer pour elle un destin d'héroïne de conte de fées, en fait. Exactement, parce que du coup, elle va devoir se battre contre des sorcières qui sont pas vraiment appréciables. Et c'est pas Sabrina l'apprentie sorcière, quoi. Donc, non. C'est très méchant. Il est vraiment excellent, il est très bien fait. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et le problème, c'est que avec Phantom of Paradise, moi, il y a des trucs qui me sortent, tu vois. Et par exemple, le costume. Il faut en parler. Mais le costume du personnage de Leek, il est... il est presque ridicule. C'est un costume où il est habillé tout en noir en cuir et il a un masque blanc. Ouais, mais c'est fantasque parce que c'est en version bec. Ouais. C'est d'oiseau. Inspiré Dark Vador d'ailleurs. Hein. Et ça a inspiré beaucoup de choses parce que ça a inspiré Berserk. Oui, exactement. Avec le personnage de Griffiths, qui est donc l'antagoniste, dans Berserk. Et pour toutes les personnes qui sont sensibles, ne regardez pas l'animé ni ne lisez le manga parce qu'il est très très violent. Après, pour toutes les personnes qui veulent découvrir quelque chose de bien violent, allez-y, faites-vous plaisir, c'est génial. Et ça a aussi inspiré un autre que j'ai découvert un peu plus tard, qui s'appelle... alors, j'ai oublié le nom parce que je l'ai pas aimé. Black Clover. Et dans Black Clover, il y a un capitaine qui a, pareil, le masque d'oiseau et tout ça. Mais il y a une grosse symbolique autour de l'oiseau, justement, dans Phantom of Paradise. Pour la liberté. Oui, pour la liberté, certainement. Et puis, l'oiseau chanteur, parce que pour ça le côté peut-être un peu insouciant, frêle, parce qu'il y a cette séquence où le personnage de Phoenix, référence à l'oiseau, porte un manteau fait que de plumes. Ah oui, exact. C'est tout à fait incroyable. Et d'ailleurs, Jessica Harper, puisque c'est le nom de l'actrice, jouait dans Suspiria. C'était elle, l'héroïne dans Suspiria. Effectivement. Et voilà. C'était elle, cette version un peu, de Blanche-Neige sous coke. Elle était... moi, je trouve... non, mais elle était super bien, tu vois. J'ai essayé de me rattraper sur mon mot un peu tabou. Et toi, tu y vas... Allez, on va parler de poudre. Mais c'est pas grave, c'est bientôt la neige. C'est bientôt Noël. Continue, tu t'enfonces. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Le personnage de Phoenix, tous les personnages, il y a cette référence avec les oiseaux. Swan aussi, tu vois, c'est Swan, un cygne. Oh, ça vient de faire tilt dans ma tête. Oui. J'ai failli redire... bon, c'est pas grave. Mais, wow. Et donc, il y a tout ça. Et tu vois, moi, je trouve que le Paradise, c'est à la fois une sorte de labyrinthe. Oui, totalement. Et c'est une sorte de cage, en fait. Cage en verre, de cage dorée. Ouais, la cage à oiseaux. Il y a un côté vraiment un peu claustro. Oui, complètement. D'accord. Et moi, voilà, c'est un film qui me provoque beaucoup de ressentiment, tu vois. Mais j'aime beaucoup le personnage de Jessica Harper parce qu'il fait passer un peu un côté un peu trouble, un côté un peu... Je suis à la fois attiré par la lumière, mais aussi par les ténèbres. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est un truc qu'on a beaucoup dans l'histoire du Fantôme de l'Opéra, avec le personnage de Christine Daae, qui est très... qui est dans certaines versions... à la limite, tu vois. Ok, moi je les ai pas toutes vues, mais en tout cas pour celles que j'ai vues, j'ai plus eu cette impression de... Elle est pas attirée réellement par le côté noir, tu vois, mais elle en est envoûtée.
D'accord. Tu vois, moi je vois plus la version serpent, je suis K et confiance, tu vois. Oui. Et t'as la personnage qui est là en mode ok, je te fais confiance totalement et je me livre Mais complètement à effectivement, toi. quand elle danse, on a l'impression qu'elle est un peu envoûtée. Exactement, et ça me fait penser au film Légende Ah oui. qui est avec, dans mes souvenirs, Tom Cruise. Tom Cruise, exact. Et Tim Curry aussi, qui voilà. qui a joué l'année suivante, je crois, de celle de la sortie de Phantom of Paradise, dans Rocky Horror Picture Show. Ok. Enfin, c'est sorti quelques années, ou si c'est pas l'année suivante du film dont on parle, c'est sorti quelques années après. Ok. C'était un acteur avec un faciès très étrange. Bah, c'était très celui bizarre. qui jouait l'ange, enfin le démon. Oui, le démon, le diable, ouais. Bon, alors on le reconnaît pas trop parce qu'il est vachement bien grimé. Mais c'est un maquillage incroyable. Oui, d'ailleurs, juste pour terminer un peu sur l'héroïne, parce que moi je trouve que, tu vois, encore une fois, c'est une connexion avec l'horreur gothique. Et tu parlais tout à l'heure de La Belle et la Bête. Mais totalement. C'est pareil, c'est une connexion avec ça, parce qu'on retrouve l'archétype de la femme qui va découvrir en fait quelque chose qu'elle ne connaissait pas. C'est vraiment le passage entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Pour ce genre de personnage. C'est un peu le personnage de l'ingénu que tu vois dans les, je suis d'accord avec ça, dans les romans gothiques, qui va rencontrer un vampire. Et puis, la signification du vampire, elle est quand même vachement sexuelle. Et donc, il y a l'idée d'aller vers les interdits, tu vois. C'est ça. Et là, on retrouve aussi ce truc-là. Ouais, je suis d'accord, parce que là, pour en plus avoir eu la chance de regarder, enfin de regarder pour la première fois La Belle et la Bête, qui est sortie en 76, je crois, 79. Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai pas noté, super. 78. Le jour à Hertz. Oui, c'est ça. Le film tchécoslovaque. Oui, exactement, le film tchécoslovaque. C'était très impressionnant parce que déjà, il y avait la bête ressemblait à un oiseau, contrairement à d'habitude où on la voit plutôt en forme... Comme Winslow Leach. Exactement. Sauf que là, c'est un oiseau organique. Exactement. Là, on voit vraiment, on voit ses plumes, on voit son bec, on voit ses serres. Et en fait, c'est très lyrique aussi dans ce film. C'est très lyrique, c'est très humide et poisseux aussi. Oui, complètement. C'est vraiment un univers très sombre. C'est le Moyen-Âge profond. Ce qu'on pourrait s'en faire le plus crade. La vision la plus cauchemardesque qui soit. Ça commence sur un brouillard. Oui, il y a un cheval qui galope un cheval, qui galope. Qui galope. Il va être temps d'aller se coucher, je crois. Qui galope dans la boue. Il y a des gens qui. Et puis galère à se déplacer parce que tout est humide. Enfin, c'est exactement. C'est vraiment quelque chose où tu te dis, en fait, je suis content de vivre dans mon époque moderne parce que l'époque moyenâgeuse, c'était pas tous les jours rose. Les chemins n'étaient pas toujours praticables, mais il fallait les pratiquer avec des kilos et des kilos de chargement parce que t'es un marchand, donc il faut le faire. Et c'était un peu la galère. Et puis là, en plus, il y a du fantasque. Parce qu'on a une bête incroyable, on a des personnages mi-humains, mi-pierre. C'est très particulier. En fait, les personnages qui sont... La frontière est assez troublant. Oui, exactement. Là, en fait, les personnages qui sont dans La Belle et la Bête de Disney, qui sont le chandelier et tout le tralala, c'est pas des personnages qui ressemblent à un chandelier, c'est juste un personnage qui est abîmé par une maladie ou par une malédiction. Et la malédiction, on peut la comparer ici à une maladie, c'est vrai. Exactement, et en fait, ils ont des morceaux de pierre, des déformations sur le corps, et ils se cachent du noir, dans le noir. C'est très bien vu, c'est très bien fait. C'est un espèce de château, il y a un château lugubre. Exact. Il y a aussi tout un discours sur l'emprisonnement. Oui. Plus ou moins la version de Belle là, qui s'appelle Julia dans le film, c'est un peu c'est un peu l'innocence qu'on cherche à contenir, et c'est marrant parce que ça nous parle
de façon indirecte de l'histoire de la Tchécoslovaquie dans les années 70. Et Jura Hertz aime bien comparer, on va dire, la bête où ça demeure son château, dans lequel le temps semble s'être arrêté, semble être déréglé, un peu au pays communiste, quoi, dans lesquels tout était à l'arrêt, tout semblait déréglé quand on voyait de l'intérieur, et quand on en avait une vision, la vision très critique qu'on pouvait en avoir par chez nous, et très critique que les gens qui le contestaient là-bas en avaient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évoque de façon indirecte d'autres films, parce que ça évoque le Jean Cocteau avec Jean Marais. Le film de 1946 en noir et blanc. Je l'ai pas vu celui-là. Où la version de La Belle et la Bête est beaucoup plus flamboyante. D'accord. On a l'impression de regarder des illustrations dans un livre de contes, des illustrations de Gustave Doré. C'est un truc très très chatoyant. On a l'impression que la lumière, s'infiltre partout. C'est en noir et blanc, mais tu as vraiment cette sensation de la lumière est là, et je vois très bien les images. Je vois très bien les images de percées de lumière entre les trous et tout. Genre, tout à fait. Il y a vraiment cette sensation-là. Tu as bien résumé. En n'ayant jamais vu le film, c'est assez chouette. Parce qu'on le voit ailleurs. Et ce qui est très très intéressant, c'est que finalement, Jean Cocteau, lui, il avait fait ça, tu vois, voilà, c'est une réponse à la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a tout ravagé, et lui voulait vraiment proposer une vision féerique, la plus totale. Moi, ça me rappelle quand même que, tu vois, tous ces films en noir et blanc, gothique, Le Fantôme de l'Opéra de 1925, notamment avec Lon Chaney. Lon Chaney, qui est l'un des grands acteurs qui a inventé, popularisé l'utilisation du maquillage. Et le gars a transformé complètement son visage. Et là, il a fait un visage pour le fantôme qui est absolument un cosplayer de l'époque, terrifiant, quoi. Horrifiant, pathétique. C'est vraiment une vision très très particulière. Et en plus, le film est vraiment l'adaptation, on va dire, la plus fidèle, parce qu'après il y a pas mal d'adaptations en fonction du pays où les films ont été produits, se permettent, tu vois, de déplacer l'histoire à Londres, par exemple, pour les Anglais. D'accord, ok. Ouais, c'est sympa ça. Mais moi, je trouve qu'on peut faire aussi un lien avec le Candyman de Bernard Ross. Candyman. Avec la musique de Phil Glass. Attention, ça fait déjà 2 fois. Dans laquelle on a ce personnage de Croque-Mitaine qui terrorise une population de défavorisés. Et il y a une jeune femme qui fait partie d'une classe assez aisée, qui est chercheuse à l'université, qui a envie de faire des recherches en fait sur les légendes urbaines, et qui entend parler de la part d'une dame de ménage. C'est Sarah, je crois, le nom de l'actrice. Oui, je crois que c'est ça le personnage principal. C'est Sarah ou Anna, je crois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est que la légende lui vient par voie orale d'une dame de ménage, et elle prend ça de haut. Elle se dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Les fantômes n'existent pas, les esprits n'existent pas. Et au fur et à mesure où elle va enquêter sur ce personnage, elle va rentrer de plus en plus à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur de cette population défavorisée et des lieux dans lesquels ces gens habitent. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, le fantôme, la créature tourmentée, elle est une partie intégrée complètement. avec sa bouche, décor, de cette population.
c'est une population qui vit dans un ghetto, c'est des Afro-Américains, donc il y a tous les graffitis qu'on connaît de la culture hip-hop, il y a ce truc très très visuel, très très graphique. Et il y a un très beau graffiti de Candyman. Ouais, avec l'énorme bouche qui est ouverte, et il y a un trou. Et le personnage rentre dans ce trou-là, donc rentre dans la bouche de ce personnage. Et s'offre entièrement pour aller découvrir en fait ce qui se cache derrière les murs, derrière les cloisons. Et c'est un film véritablement éprouvant, mais en même temps, c'est un discours sur les mythes, sur ce que les mythes amènent aux personnages, sur ce que ça amène de questionnement, de remise en question. Enfin voilà, c'est un film qu'il faut regarder. Il y a une musique aussi qu'il faut regarder. D'ailleurs, écoutez la musique. En Phantom of Paradise, il faut écouter la musique. Elle est vraiment bien. Elle a été composée en grande partie par Paul Williams qui joue Swan. Qui est un compositeur, musicien. Il a aussi réglé les chorégraphies. Il avait vraiment la tête du musicien, du coup. Voilà. Et donc, tu vois, c'est presque le second auteur du film. Je trouve ça super intéressant. Allez découvrir tout ça. Ok. Est-ce que tu as une petite recommandation ou pas ? Non, moi j'avais juste envie de dire que voilà, l'horreur, si c'était aussi vaste, c'est parce que... il y a tous les styles. Oui, puis ça, en fonction de l'époque, ça prend des significations différentes. C'est vrai qu'avec Phantom of Paradise, on peut faire une connexion avec l'industrie de la musique comme elle était dans les années 70 ou comme elle est depuis. Et même encore maintenant. Exactement. Mais on peut aussi voir une connexion avec les romans gothiques. Mais avec le Massacre à la tronçonneuse, là, on a la connexion directement avec l'horreur moderne, contemporaine, avec les tueurs en série, les psychopathes, les gens qui, derrière les murs de leur maison, dans leur intimité, ont complètement perdu les pédales. C'est intéressant de voir en fait ces mythes-là à travers ce prisme réaliste. Ouais, c'est d'accord avec toi. Moi, je vais faire quand même une petite recommandation vite fait, si tu me le permets. Ma petite recommandation, c'est un animé, parce que j'aime beaucoup recommander en ce moment les animés. Une reco après. Ça s'appelle Death Parade. C'est un animé qui est sorti il y a quelques années maintenant. Ça a été réalisé par le studio Madhouse. Et vous reconnaîtrez que pour toutes les personnes qui nous écoutent depuis un moment, vous saurez que Madhouse, j'en parle souvent. Et donc ils ont créé un animé où en fait on va avoir deux personnes qui vont se réveiller. Donc chaque épisode c'est deux personnes différentes qui se réveillent dans un bar. Et dans le bar il va y avoir le barman qui va leur proposer de faire un jeu. Et ce jeu est très souvent mortel. Voilà, j'en donne pas plus d'informations. Je vous laisse très sincèrement aller regarder ça. C'est pas très long, ça dure je crois 13 épisodes grand max. Ça dure 20 minutes l'épisode. Donc c'est assez court, c'est un format. Pour l'instant, on attend une suite. Enfin, en vrai, il n'y aurait pas besoin de suite, mais je suis gourmand, j'en veux plus. Oui, puis le succès étant peut-être que. Voilà, donc. Aussi, Mais voilà, donc je vous conseille ça. N'hésitez vraiment pas, foncez sur tout ce qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant. Moi, j'avais juste, du coup, une reco, c'est vrai que j'avais oublié. Moi, je voulais parler du Fantôme de l'Opéra, le film de 2004 de Joel Schumacher, et du Fantôme de l'Opéra, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, sorti en 1943. Qui a été produit en tout premier en 1986. À Londres, c'est une comédie musicale anglaise, et ça suit dans les grandes lignes le roman de Gaston Leroux, du Fantôme de l'Opéra. D'ailleurs, je m'étalerai pas plus, j'ai pas plus de temps, mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant avec cette version musicale chantée, dansée, c'est le lien en fait qu'on peut faire entre la mise en scène, l'écriture, la musique, la théâtralisation, le chant, tout ça, tu vois, créer une nouvelle dimension à ce mythe. Et on vous mettra dans la description les recommandations de musique à écouter, Phantom of the Opera, Angel of Music ou Music of the Night, qui sont des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve ça absolument éclatant, ébouriffant.
c'est, enfin, t'as envie de te dire, c'est complètement ouf, et c'est d'autant plus ouf que il y a quand même aucun film, le Fantôme de l'Opéra, qui est français. Voilà. On finit sur ça du coup. C'est incroyable, c'est dingue. Bah ouais. Mais allez voir tout ça, franchement, allez voir tout ça, ça va vous. Tout sera en descriptif. Ça va vous mettre la pêche. Foncez, vous allez kiffer. Ça va vous prendre un peu de temps, c'est vrai, mais vous allez vraiment kiffer. Voilà. Exactement. Bon, et on a un indice pour la prochaine fois. Je pense qu'on donnera, comme la dernière fois, sur Instagram. D'accord. Donc, pour toutes les personnes qui veulent nous suivre, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook aussi, parce que on a aussi une page Facebook. Suivez aussi ZGen, parce qu'ils nous permettent très souvent de nous follow. Enfin, ils nous follow et en plus, ils rebalancent. Ils communiquent sur nous. La communication qu'on la fait pas, eux la font. Voilà, c'est exactement. Donc, on en fait des bisous. N'hésitez vraiment pas. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les personnes qui nous suivent en podcast. Je propose donc qu'on discute encore avec nos petits viewers. Oui, enfin, en tout cas, à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. À la prochaine. Bisous. Bisous. Loulou. Oui. Je viens de voir tout à l'heure, il y avait une question de Jojo Cool qui nous demandait c'est quoi ton film d'horreur préféré. Je tiens à ce qu'on y réponde maintenant. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et jeu d'horreur préféré. Alors, jeu d'horreur préféré et film d'horreur préféré. Ouais. Alors moi, jeu d'horreur, j'ai pas une très grande culture. Yep. Donc je parlerai juste parce que j'aime bien me défouler sur des vieux FPS. Okay. D'un jeu qui s'appelle Dusk. C'est sorti il y a quelques années maintenant, 5 ou 6 ans. Et on affronte... des membres du Ku Klux Klan, des géants à main tronçonneuse, des épouvantails avec des fusils de chasse. Enfin, c'est gore, c'est violent. Moi, ça me fait plaisir. Donc ça, c'est ton jeu d'horreur. Oui. Moi, perso, je dirais que mon jeu d'horreur préféré, ça resterait Resident Evil, je pense. Ok. Mais moi, j'ai failli faire sortir Resident Evil, mais comme j'ai des problèmes d'orientation, on va dire, dans l'espace. Voilà. À chaque fois, j'ai jamais réussi, à part me foutre le nez dans les murs et ne pas réussir à avancer, c'était un peu compliqué. Quoique j'avais fini le quatrième, quatrième qui était pas mal aussi. Ok, cool ça. Ouais. Et ton film d'horreur préféré? Et mon film d'horreur préféré, moi, je pense que ça sera Halloween. Ok, oh génial. Halloween, parce que pour moi, Halloween, c'est vraiment la quintessence du. Ça dure 1h30, mais c'est 1h30. T'es plongé dans, complètement. Dans un train fantôme, et à la fin, la mise en scène arrive à te faire voir de la menace un peu partout, dans tous les coins. Voilà. Ouais, et moi, du coup, je vais dire rapidement que je dirais Alien. Alien, le 8e passager. Parce que Alien, c'est génial. Voilà. Bon, désolé pour cette longue fin. Des bisous. Des bisous à tous.